Bonjour et bienvenue sur cet espace YouTube dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Alors, c'est le phénomène humain, sans le savoir, inconsciemment. Nous travaillons tous, tout être humain travaille de façon égalitaire, absolument égalitaire, parce qu'il offre l'entièreté de son existence à cette œuvre qui est l'évolution de l'humanité vers sa perfection. On construit le paradis pour nos futurs descendants. En même temps, on vit, on profite de cette existence, plus ou moins. Voilà, il y a beaucoup d'injustice dans la façon dont on va vivre son existence. Il y en a qui vont les passer sous la violence, sous la souffrance, etc., sous une grande partie comme ça. On reviendra sur cette injustice, mais ce qui est important à comprendre, c'est que chaque être humain, qu'il vive une heure ou qu'il vive un siècle, c'est la même chose. Il aura donné l'entièreté de son existence à cette œuvre qui est l'humanité, l'évolution de l'humanité vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est, pour schématiser, et vous pouvez en retrouver toute la substance sur les autres vidéos. Là, je vais rester succinct, c'est la création du paradis tel qu'on peut l'imaginer. Voilà, un monde idéal, écologiquement, socialement, humainement, fraternellement, etc. Un monde universel. Voilà. Donc on construit ce paradis, pour l'instant encore inconsciemment, mais dans peu de temps, on va prendre conscience de ce qu'on réalise. On va commencer à chercher, il va y avoir des chercheurs, à mon sens, qui vont commencer à s'intéresser à euh, cette science qui s'appelle la téléologie, euh, c'est-à-dire l'étude des fins dernières de l'humanité. Et donc, forcément, l'humanité est arrivée à un point crucial de son évolution où cette réflexion sur où nous allons va devenir, va rentrer dans les mœurs de la pensée et on va commencer à se poser la question et donc y répondre parce que l'humanité, quand elle se pose une question, elle va mettre tout en œuvre absolument comme un autiste ou comme un HPI, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas c'est mon cas, c'est le cas de ces forcenés de la résolution, on pourrait dire. Quand on est devant une énigme, il faut qu'on la résolve, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas rester en suspens sur les choses. Et moi, quand il y a 23 ans maintenant, 24 ans, quand j'ai écrit cette phrase « L'humanité est destinée à atteindre sa perfection », de façon accidentelle, j'ai écrit ça sans savoir ce que j'écrivais. C'est venu comme ça, comme un jet, j'écrivais une petite nouvelle et cette phrase s'est écrite. Elle m'a tellement complètement interrogé, elle m'a bouleversé en somme, parce que je ne me posais pas la question où va l'humanité. J'étais comme tout le monde, dans la vie ordinaire, et on ne se pose pas cette question-là, où va l'humanité. On a trop de choses, et surtout sous l'empire du marché, on a trop de sollicitations, trop de choses à penser, trop de problèmes à résoudre, trop de stress à faire tomber, etc. Qu'on ne se pose pas cette question. Et là, d'un seul coup, avec cette question-là, à partir du jour où j'ai écrit cette phrase, j'ai tout abandonné et je me suis consacré à la résolution de cette chose-là. Et en 2-3 ans, j'avais fait toute la théorie telle que toute la structure de la mécanique universelle, le site que j'ai fait. Voilà. Donc, euh, eh bien, l'humanité va, à partir du moment où cette question va rentrer, et c'est le moment
tout converge pour qu'on se pose cette question-là et qu'on puisse y répondre réellement, parce que la puissance des ordinateurs, des structures de calcul, de l'IA, de toute cette nouvelle technologie va pouvoir, on va dire, rentrer tout ce qui est utile, tout ce qu'on a utilisé pour progresser, toutes nos progressions, tous nos progrès, on va rentrer tous ces progrès dans des systèmes de calcul hyper sophistiqués en posant la question, ben voilà, avec tout ça, qu'est-ce que l'humanité réalise depuis qu'elle s'est séparée des autres primates et où elle va. Et les chercheurs, parce que l'intelligence humaine est là, bien entendu, ça peut passer par l'intelligence humaine, hein, qu'on réponde à cette question. C'est d'ailleurs le cas de la mécanique universelle. C'est ce que j'ai essayé de faire, et peut-être, si vous y allez, vous me direz si ça vous paraît réussi. En tout cas, de façon rationnelle, on va vers cet état de perfection. Voilà. Alors, pour aller là-dedans, je travaille là depuis quelques jours sur cet ouvrage de Norman Brown, Eros et Thanatos, et au chapitre 8 qu'il consacre à la mort, le temps et l'éternité, mais surtout qu'il consacre à l'idée de nirvana. C'est comme ça que je suis tombé sur cet ouvrage, je ne connaissais pas du tout, donc c'est quelque chose que j'ai sorti d'une poubelle, et comme d'habitude, je l'ai ouvert au hasard, et je suis tombé sur cet espace où il parle justement de nirvana, et j'ai dit, ben, c'est pour moi, voilà, parce que l'humanité va vers sa perfection, elle va vers le nirvana, elle va vers l'extase, elle va vers l'éveil. Donc j'ai dit, ben, je vais faire des vidéos à partir de ça. Je m'appuie comme ça, j'utilise des choses comme ça que je rencontre, et donc au hasard en réalité. Et voilà. Alors, mais avant, cette nuit, j'ai écouté un podcast sur Hegel, Une vie sous le signe de la révolution. Et l'émission, c'est... mince, comment... Alors... Hegel, une vie... Ah ben là, il y a carrément... Bon, c'est avec Jean-Pierre Lefebvre, Pierre Osmo, Antonio Negri. Et l'émission s'appelle Toute une vie, voilà. C'est consacré à des personnalités, et pendant donc 1h22, on décortique, on analyse. Et ça, c'est ce que je vais faire. Je vais intercaler avec ce travail pour se détendre un peu, pour pas rester que sur Eros et Thanatos. Je ferai quelques vidéos à partir de ça. Et je voulais juste commencer par écouter comment était perçu et comment Hegel parlait en public. Alors moi, j'ai pas de public, mais j'ai vraiment, je me suis reconnu d'une certaine façon, pas sous tous les aspects, mais j'ai dit, tiens, ça peut être un petit truc rigolo à mettre pour voir s'il y a quelque cohérence. Ça n'a rien à voir. Hegel, c'était une pointure inouïe, etc., qui était un universitaire, qui avait un bagage incroyable, et qui a fait une œuvre qui est charnière pour quand on va vraiment la comprendre, on va comprendre qu'il avait tout compris en réalité. Voilà. Moi, je ne l'ai pas compris parce que j'ai beaucoup de mal à lire et à me concentrer sur ce type d'ouvrage. Mais par contre, par la bande, j'arrive à comprendre à peu près un peu les points essentiels. Mais là, c'est sur sa façon de se présenter et comment ça se passait. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Une vie, une œuvre. Alors il parlait devant un vaste public
Il disait des choses complètement incompréhensibles, dans un patois souabe qui le rendait ridicule. Et puis, Alors voilà, on peut dire, là, on peut, en adaptant dans un patois autistique qui me rend parfaitement ridicule. Mais bon, voilà, si on transforme la chose. tout le temps en prison, en puisant dans sa tabatière, en tout Alors, sautant, en en tout sautant, s'interrompant, en voilà, en tout sautant, parce que je ne respire pas bien. Euh, voilà. se perdant dans ses papiers, il En mélangeait perdant, tout. en mélangeant Les gens ne tout, comprenaient rien, les gens. s'indignaient, mais au bout de quelques heures de cours, ils commençaient à saisir un peu de quoi il s'agissait, et peu à peu, ils comprenaient, et peu à peu, ils adhéraient. Alors voilà, c'est ce que je souhaite. C'est que peu à peu, malgré oui, mais enfin, toutes ma façon désagréable de parler, que vous puissiez extraire des choses importantes et le comprendre et voilà, c'est mon but. Mais j'ai voulu faire ça de façon un peu ironique, hein. C'était tout, sans vouloir me comparer avec Hegel, évidemment. Alors, donc, c'est là. Voilà. Je reprends la lecture. C'est la quatrième ou la cinquième vidéo à partir de Eros et Thanatos. Donc, je lis, je découvre en même temps et je commente éventuellement. Tournons-nous maintenant vers la tendance à la répétition et cherchons de la même manière à établir la distinction entre son mode de fonctionnement chez les animaux et chez les hommes. Alors, il faut que je dise quelque chose, parce que maintenant, voilà, j'essaye de parler comme ça avec la caméra de ce côté-là. Pour beaucoup de mes vidéos, je filme autre chose, des objets, des trucs, bon bref. Et comme en ce moment, je ne peux pas vraiment aller à la campagne, filmer des choses intéressantes, il y a une personne qui m'a demandé quel était l'intérêt de filmer un objet, de faire un film, si c'était pour filmer quelque chose de statique. Et donc j'ai dit, allez, je vais filmer comme ça, face à la caméra. J'aime pas ça. Et c'est quelque chose qui me déstabilise un peu. Et quand j'essaye de mettre aussi, il y a une autre chose qui me déstabilise, c'est que quand j'essaye de mettre du rythme, de la tournure, je perds je perds le fil vraiment de ce que je veux dire. Et donc c'est compliqué pour moi à ce moment-là. Voilà. Alors je reviendrai sans doute à quelque chose de comme je filme d'habitude, c'est-à-dire sans me montrer, en étant vraiment concentré sur ce que je veux dire. Donc tournons-nous maintenant vers la tendance à la répétition. Alors la tendance à la répétition, est-ce que c'est ce qui va nous faire que pour retrouver un équilibre, pour trouver un équilibre, on va répéter des choses pour nous équilibrer en somme. Et cherchons de la même manière à établir la distinction entre son mode de fonctionnement chez les animaux et chez l'homme. Et ça, c'est intéressant parce que c'est écrit en 1960 et il tient compte de l'évolution entre de l'animal que nous étions à l'homme que nous sommes devenus. Et ça, ça me paraît très intéressant. La difficulté à laquelle on se heurte, si l'on admet la notion freudienne de la tendance à la répétition comme facteur dans toute vie organique, c'est que Freud voit un lien entre deux phénomènes distincts. Le fait que tout organisme meurt et le fait que les instincts biologiques sont essentiellement conservateurs. Donc l'instinct de vie, l'instinct de mort. Pas l'instinct de mort, mais la mort. Voilà. On meurt, on peut pas... c'est quelque chose qui est à l'intérieur de notre pensée. On vit avec cette pensée même en arrière-plan, le plus loin possible parce qu'elle est dérangeante,
mais voilà, ça fait partie de notre pensée. Et l'autre, c'est l'instinct conservateur. On veut vivre, on est là, donc on a un instinct de vie qui est extrêmement puissant. Il cite en exemple les migrations des oiseaux et des poissons, ainsi que les lois de l'hérédité et de l'embryologie. Si nous attendons d'en arriver à l'examen sadomasochiste, si complexe de l'idée freudienne d'une impulsion intérieure vers la mort, il ne nous reste plus que la tendance à la répétition en tant que principe de conservatisme instinctuel. Alors tout ça, pour moi, c'est pas très intéressant. C'est trop pointu pour m'intéresser vraiment. C'est pas ça. Donc je le passe, mais il faut le lire parce que je suis dans la logique. Et comme j'ai pas lu, je n'ai pas écarté les choses qui sont pas intéressantes pour moi. Dans Au-delà du principe du plaisir, Freud a fort bien vu que le problème consistait à rattacher le phénomène humain de progrès, de perfection, au conservatisme des instincts au niveau organique, et si nous faisons abstraction des quelques hésitations qu'il lui arrive de manifester, nous pouvons dire qu'il a fort bien vu que ces contraires apparents sont en réalité la même chose. Ça, c'est et ben voilà, comme quoi il fallait que je lise ça, parce que il parle de progrès et de perfection. Donc, ce désir de perfection, il est en contradiction avec le fait qu'on veut garder les choses telles qu'elles. Et on le voit là, on est dans un problème psychologique comme ça. C'est-à-dire qu'il y a deux mondes, il y a les progressistes et les réactionnaires. Les réactionnaires, le monde réactionnaire veut rester ancré dans quelque chose de solide qui le rassure. Le nationalisme, la France, et c'est valable pour tous les pays occidentaux en gros, quelque chose d'extrêmement nationaliste qui protège, où on se sent comme ça, ou régionaliste, ou clanique, ou communautariste, pour pouvoir se sentir protégé dans un monde qui est qui représente un danger, et les progressistes qui veulent aller vers l'universel, qui parlent d'universel, etc., etc. Et donc, il y a la lutte entre ces deux puissances-là actuellement, qui se font face, et donc, je n'avais pas compris où il voulait en venir, mais en fait, c'est génial qu'on soit arrivé là. Donc, je lis ce qui a été écrit par Freud, apparemment. Beaucoup d'entre nous se résigneront difficilement à renoncer à la croyance qu'il existe inhérente à l'homme même une tendance à la perfection. Voilà. Eh bien, je pense qu'il n'y a pas, l'humanité ne se trompe jamais quand elle choisit, quand elle prend des types comme Freud, comme Spinoza, comme Hegel, comme Platon, comme Socrate, etc., et qu'elle les met au pinacle, qu'elle les monte dans son panthéon, on va dire, elle ne se trompe pas, l'humanité. Elle ne va pas prendre les sophistes, elle ne va pas prendre donc il n'y a pas d'erreur dans la pensée. Là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est du compréhensif dans même s'il est peut-être pas allé au bout, parce qu'en 1880 ou 90, Freud n'avait pas tous les moyens de penser, et ça me fait penser que Hegel, il le dit à un certain moment, ce qui va révolutionner son idée, et donc voir cette idée de progression vers l'esprit parfait, vers l'esprit absolu, c'est parce que, entre autres, il y a Humboldt, c'était un découvreur allemand à l'époque, qui est parti en Amérique latine, qui est allé visiter le monde et qui a ramené ses expériences. Et donc, d'un seul coup, Hegel a vu que le monde était devenu différent, il était universel, on avait compris la totalité de ce monde. C'était nouveau au XVIIIe siècle, il manquait des choses encore qu'on ne connaissait pas, etc. Donc pour lui, le monde était fini, il était ouvert, et là, il pouvait penser autre chose qui était où va l'humanité dans son ensemble. Il pouvait penser l'humanité dans son ensemble.
Donc là, il vient à la perfection. Je dois avouer que je ne crois pas à l'existence d'une pareille tendance interne et que je ne vois aucune raison de ménager cette illusion bienfaisante. Alors, il n'y croit pas, Freud. Ah, et pourtant, quelques décennies avant, il y avait les Fourier, il y avait les Auguste Comte, il y avait les Marx, il y avait les Proudhon, il y avait euh, les bon, bref, tout un tas de penseurs étaient dans cette vision téléologique. Commencé au XIXe siècle, ils se sont interrogés, ils ont cherché à comprendre où menait le progrès, je pense. À mon avis, l'évolution de l'homme telle qu'elle s'effectue jusqu'à présent ne requiert pas d'autre explication que celle des animaux. Et s'il existe une... Alors, ça, c'est ce que je reçois contre la mécanique universelle. Quand on s'oppose à ça, on me dit, mais non, mais il n'y a pas... elle requiert, il n'y a pas d'explication à donner, on est des animaux et il n'y a pas d'évolution, l'évolution... Bon, bref. Donc, ça ne change pas, on est toujours devant ce type de contradiction. Et s'il existe une minorité d'êtres humains qu'une tendance irrésistible semble pousser vers des niveaux de perfection de plus en plus élevés, ce fait s'explique tout naturellement en tant que conséquence de cette répression d'instinct sur laquelle repose ce qu'il y a de plus précieux dans la culture humaine. Voilà. Et ça, malheureusement, c'est l'élitisme. C'est-à-dire, Freud était dans ce mécanisme narcissique, élitiste, en somme, qui pense que voilà, il y a des humains qui ne vont jamais qui ne cherchent pas à la perfection, qui sont en gros inintéressés par ça, etc. Et il y a quelques types qui peuvent aller vers la perfection. Non, c'est l'humanité dans son ensemble. Et ceux qui aujourd'hui ne s'y intéressent pas, c'est parce que l'humanité ne cherche pas à les y intéresser, ne cherche pas à élever leur niveau de conscience. Mais ça sera le phénomène humain dans sa totalité ou pas. C'est soit l'humanité totale, soit pas d'humanité qui va à sa perfection. Pour plagier le truc, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Ben, c'est comme ça que je le pense. C'est soit l'humanité dans son entier, c'est toute l'humanité. C'est pas, même pas, j'imagine, l'échec. Pour moi, il n'y a pas possibilité d'échec. Mais bon, voilà, admettons, comme on ne connaît pas le futur, on va garder cette possibilité. Et donc, je suis désolé, j'ai vu quelque chose dans la cour. Voilà. Et donc, il n'y a pas de possibilité d'échec. Mais voilà, c'est là où il y a quelque chose d'élitiste chez Freud qui va l'empêcher qui n'a pas, parce qu'il faut une sorte d'empathie absolue pour chaque être humain. Il faut avoir une vision absolument naïve et bisounours de l'humanité. Et moi, malheureusement, je suis tombé dans cette marmite. Pour moi, l'humanité, pour moi, tous les hommes, et pourtant, je vois bien qu'il y a du bourrin dans l'humanité. Mais j'arrive pas à le voir comme ça en réalité. Donc, je sais que c'est le phénomène humain dans sa totalité. Je peux pas faire de l'élitisme. Je peux pas être dans quelque chose où il y a les élus et puis les autres. Non, ça c'est impossible à mentaliser pour moi. C'est l'ensemble humain qui va vers sa perfection. Donc, l'instinct refoulé ne cesse jamais de tendre à une complète satisfaction. Ben voilà, juste ça, ça contredit ce qu'il disait avant Freud, parce que c'est encore Freud qui parle. On ne peut pas tendre ailleurs qu'à une complète satisfaction, c'est-à-dire à la satisfaction la plus absolue, mais ce n'est pas la satisfaction du plaisir, puisqu'on sait que le plaisir, il n'apporte pas la satisfaction absolue. Une fois qu'on a consommé le plaisir, d'abord,
il y a toute l'attente du plaisir, la montée vers l'extase, vers l'orgasme en gros. Et puis une fois qu'il est consommé, ben, il y a le repos, mais il y a le retour du même qui revient. Donc ce côté systématique qui revient. Donc lui, il ne nous apaise pas. L'extase, par contre, nous apaise. Une fois qu'on atteint l'extase, il n'y a plus de niveau, c'est complètement uniforme. C'est la jouissance, c'est l'orgasme permanent, l'extase. Laquelle consisterait donc une complète satisfaction, laquelle consisterait dans la répétition d'une satisfaction primaire. La satisfaction primaire, ce n'est pas la satisfaction du plaisir primaire. Le primaire, il est avant le plaisir. Le plaisir, il est déjà l'orgasme qui sert à la reproduction des espèces, etc. Il est secondaire, il n'est pas primaire. Primaire, c'est boire, manger, dormir. Et donc, quand on est juste à ce niveau-là et qu'on n'a plus d'autres désirs, on est dans la contemplation, on est dans l'extase. L'extase n'a besoin que de ces 3 points. Dormir, manger, boire. Voilà, et avoir ses sens en éveil, quoi. Donc être en contemplation. Et donc, ça contredit ce qu'il dit en réalité, Freud. Toutes les formations substitutives ou réactives, toutes les sublimations sont impuissantes à mettre fin à son état de tension permanent. Ben si, justement, l'extase met fin à cette tension permanente. Je vais arrêter là, mais voilà. Bon, je ne vais pas polémiquer avec Sigmund. Il n'est pas là, donc, mais voilà comment je pense les choses. Alors, j'arrête donc pour cette vidéo. Si vous pensez que ça a un peu d'intérêt et qu'il est important que l'humanité commence à se poser la question où on va pour sortir de cette avancée forcenée où on tape dans les murs. On voit bien l'humanité, elle avance comme ça. L'Occident va, il ne sait pas où il va là. Les Américains, et bon, bim, boum, on va aller. Il nous faut un ennemi pour nous stimuler. On va aller provoquer les Russes, on va aller provoquer les Chinois. On fait ça, puis on voit ce qui se passe, on attend, on est dans l'inconscience complète. Et puis là, on est devant un danger, maintenant on ne sait plus quoi faire, il va falloir aller au bout de ce truc-là. Et puis après, une fois que ça sera résolu, on va aller taper encore de l'autre côté, comme des bouquetins qui vont taper sur un arbre. Bon, on est dans ce truc-là, dans cette évolution absurde. Donc il est nécessaire maintenant de prendre conscience, de se poser la question où on va. Voilà, parce que le jour où on est où on sait où on va, où on a même une vision à peu près, même si c'est pas complètement déblayé le terrain, mais qu'on dit ben on est obligé d'aller vers cet état de perfection parce que il n'y a pas d'autre choix. On a vu, les scientifiques nous l'ont démontré, etc., etc. C'est notre chemin. Et ben c'est fini. On n'y va plus par antagonisme entre les Russes et les Américains, entre les Chinois et les Américains, les BRICS et l'Occident. C'est terminé. Voilà, et avec les pays émergents qui arrivent là et qui vont faire les arbitres, on va sans doute encore vivre un petit peu comme ça. Et peut-être des décennies, peut-être un siècle, 2 siècles, mais il va falloir dépasser ça sera obligatoirement dépassé. Et donc, une fois qu'on aura compris où on va tous ensemble, eh ben on travaillera tous ensemble au lieu d'être en compétition féroce et destructrice pour détruire l'autre, pour l'empêcher de progresser, etc., pour le ramener au Moyen-Âge, comme certains disent, ou pour le bloquer, l'empêcher d'exprimer tout son potentiel, comme on fait avec les Russes actuellement ou avec les Chinois. Ben, on va dire, ben, il faut travailler tous ensemble. Allez, on va vraiment faire circuler les trucs. On avait commencé dans les années 70, dans les années où il n'y avait pas les tensions ni rien. Il y avait des échanges, il y avait le monde circulait, le potentiel africain venait étudier
et, en Occident, et l'Occident allait étudier là-bas, etc. Ça circulait de tous les côtés, donc tout le potentiel était... on était efficace. Là, dans la guerre, on est complètement inefficace. Bon, on développe certains trucs, mais on n'est plus dans la compétition féroce, on n'est pas efficace. C'est pas vrai. On va développer, oui, certainement que la médecine, là, elle arrive à faire des progrès sur les corps déchiquetés. Mais bon, voilà. On est capable d'autre chose, l'humanité. Voilà, donc vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, envoyer le lien à vos amis. Vous pouvez aller visiter la mécanique universelle, le site, il y a toujours le lien en dessous. Et vous pouvez laisser des commentaires. Voilà. Merci. À très bientôt. Merci de votre présence, de votre tolérance aussi à mes difficultés à m'exprimer. Merci bien.